Bonjour. Eh bien, merci de m'inviter donc pour présenter le fameux livre de Carroll Quigley, Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine. Et j'ai eu l'honneur de faire une préface, un avant-propos qui fait à peu près 27-28 pages. Ouvrage qu'il faut définir, qu'il faut expliquer. D'abord, c'est un livre dans la hiérarchie des relations internationales, il appartient au top. Dans ce sens que l'auteur, d'abord il faut le définir, Carroll Quigley, était professeur d'université à Georgetown, il est né en 1910, mort en 1977. Et il était un spécialiste de tout ce qui est relations internationales. Et il a bénéficié de pièces d'archives inédites appartenant aux élites anglo-américaines. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il était tout simplement acquis au principe de la gouvernance mondiale, parce que c'est cette chose-là qu'il décrit, l'action des élites anglo-américaines de la fin du 19e siècle jusqu'au milieu des années 50, en faveur d'une gouvernance mondiale. Il est acquis à cet idéal, donc fatalement ami avec ces gens-là. Et la conséquence, et c'est le deuxième point, c'est qu'il a bénéficié des pièces d'archives de ses amis. Et donc il a puisé, j'allais dire, dans un recueil, une documentation extraordinaire, de première main, livre absolument irréfutable, parfaitement référencé, où il explique les coulisses, l'arrière-fond de la boutique du monde anglo-saxon pour mettre en place cette gouvernance mondiale, avec donc cette alliance entre les élites anglaises et les élites américaines. Et donc c'est un ouvrage extraordinaire, à ce point extraordinaire que Carroll Quigley est mort en 1977, il a préféré que le livre sorte après sa mort. Le livre est sorti la première fois aux États-Unis en 1981. Donc quand même en puisant dans les archives les plus, je ne vais pas dire parfaites, mais les plus référencées, il y a une forme de prudence, on ne sait pas pourquoi, enfin on devine. Alors chose très intéressante dans ce livre, c'est qu'il partage donc l'idéal de ses amis, de ses élites anglo-américaines, mais il précise cette chose intéressante, il n'était pas d'accord sur leur méthode. Il reproche à ses amis ce côté secret, opaque, pour mener à bien cet idéal de gouvernance mondiale avec des blocs régionaux, etc., constituant l'architecture. Mais il réprouve donc la méthode secrète. Lui, il aurait voulu que ça soit fait d'une manière, j'allais dire, démocratique à la lumière. Là, on peut reconnaître peut-être le côté un peu candide ou naïf, parce qu'il n'y a pas de secret. On aurait eu envie de lui dire à ce Carroll Quigley que ces choses-là ne pouvaient se faire que dans le secret. Évidemment, pas au vu et au su de tout le monde. Donc c'est quand même étonnant de sa part d'être à la fois pour la finalité, mais la méthode qu'il aurait voulu donc à l'air libre. Bon, c'est le côté un peu étonnant de cet homme-là. Donc un ouvrage de première main et qui est terriblement d'actualité, parce qu'aujourd'hui on vous parle de gouvernance mondiale, de nouvel ordre mondial, d'union régionale, l'Union européenne en étant le prototype plus avancé, mais vous avez aussi l'UNASUR pour l'Amérique du Sud, l'ALENA pour l'Amérique du Nord, qui est appelée un jour ou l'autre à devenir communauté ou union nord-américaine. Et puis vous avez la communauté économique eurasiatique lancée par Vladimir Poutine, qu'il veut transformer en union eurasienne, qu'il veut supranationale d'ailleurs, et qui pour le moment, union eurasienne, enfin future union eurasienne qui réunit Russie, Kazakhstan et Biélorussie. Et donc on voit que les choses se mettent en place, et ce Carroll Quigley explique les origines profondes de notre monde actuel. C'est pourquoi cet ouvrage-là est un livre de première main. Il a, à partir des pièces d'archives vraiment les plus secrètes, expliqué un travail de très longue haleine, étalé sur non pas des dizaines d'années, mais des générations. Je vous cite un exemple. L'exemple de l'Empire britannique. Les colonies britanniques en Afrique, au Canada, aux Indes. Cet empire britannique, à partir de 1948, s'est appelé Commonwealth of Nations, Commonwealth des nations. Et la question toute bête, mais qui a décidé de cette mutation d'empire britannique à Commonwealth of Nations? Et Carroll Quigley explique que ce sont ces élites anglaises qui ont décidé de cette mutation, qui a été l'expression Commonwealth of Nations, Commonwealth des nations, qui a été exprimée dans un ouvrage sorti en 1916, 32 ans avant. Et encore, l'expression même Commonwealth est utilisée par ces élites anglaises dès 1884. Donc on voit
ce travail immense de préparation des dizaines et des dizaines d'années à l'avance, et c'est ça qui est très dur à faire comprendre aux personnes d'aujourd'hui qui ont l'habitude de la télécommande et qui ont une vision du monde qui s'étale sur une journée de 24 heures et encore en enlevant les heures de sommeil, c'est que vous avez affaire qu'on ne partage pas les idées de ces personnes-là, et à titre personnel je ne suis pas évidemment d'accord avec eux, mais ce sont des intelligences profondes, méthodiques, et qui voient sur des générations. Et donc, Carroll Quigley explique tous les éléments mis en place pour favoriser cette gouvernance mondiale à partir de blocs régionaux. Il explique l'action de ces personnes, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine financier, dans le domaine des journaux, entre autres le Times, en liaison avec les Américains, pour poser donc cette fondation de gouvernance mondiale. Et cet auteur, Carroll Quigley, qui a eu entre autres, pour petite information, comme étudiant un certain Bill Clinton, futur président des États-Unis, qui lui a rendu hommage quand il est mort, Carroll Quigley. Donc ça montre en plus la connivence et les communion de pensée entre ces personnes-là. Je vous dis donc Carroll Quigley désapprouvait la méthode. Lui, il aurait voulu de manière plus démocratique, bon, pour moi naïve. L'intérêt de ce livre, c'est donc de montrer une famille, une catégorie sociale, aristocratique ou de la haute bourgeoisie anglaise, en liaison avec une élite américaine, qui travaille intensément. Et voyez-vous, quand on a terminé ce livre, que j'avais lu dans sa version anglaise il y a des années de ça, le titre c'était Anglo-American Establishment, on se rend compte de la vacuité du mot démocratie. Parce que sincèrement, ces gens-là tenaient à la fois les cordons de la bourse, les intérêts politiques, ils tenaient tous les verrous du système, alors que le peuple choisisse plutôt les partis travaillistes ou conservateurs. Fondamentalement, ça ne changeait strictement rien. Carroll Quigley cite non pas des dizaines, mais des centaines de noms de ces élites anglo-américaines, et parmi ces élites, évidemment Cecil Rhodes. Carroll Quigley cite Alfred Milner qui était le bras droit de Cecil Rhodes et qui a travaillé entre autres durant la Première Guerre mondiale au service du Premier ministre anglais Lord George. Et on voit l'action méthodique de ces personnes et entre autres, et vous allez voir la modernité de la chose, la méthode consistant à promouvoir un nouvel ordre mondial avec le grand Manitou dans cette histoire qui est Cecil Rhodes, un Anglais qui a joué un rôle éminemment important dans la promotion de la gouvernance mondiale et qui avait lancé le projet des bourses d'études Cecil Rhodes dans le but donc de recruter des étudiants animés d'une tourne d'esprit mondialiste et parce qu'ils sont intelligents et animés de cet idéal, prêts à occuper des postes élevés, que ce soit dans le domaine politique, économique, journalistique, services secrets, l'armée, etc. Et l'objectif de Cecil Rhodes et de ses amis, c'était d'aider ces étudiants prometteurs à occuper ces postes plus rapidement que la moyenne pour finalement disposer, si je puis dire, d'une armée en bataille, prête à la bataille pour promouvoir un nouvel ordre mondial. Cecil Rhodes est mort en 1902 et les bourses d'études ont été véritablement lancées en 1904. Et c'est son bras droit, ce que raconte Carroll Quigley, Alfred Milner, avec énormément de personnes, Lionel Curtis, Robert Brandt, je vous dis, il y a des centaines de noms, qui vont donc favoriser cet idéal. Et pour vous montrer l'actualité de cette chose, ces bourses d'études Cecil Rhodes, donc qui recrutent à l'échelle planétaire, que ce soit en Europe, en Asie, aux Amériques, des étudiants prometteurs, eh bien, l'objectif donc est de favoriser cette gouvernance mondiale avec des blocs continentaux. Comment peut-on l'illustrer? Eh bien, tout simplement, lorsque vous avez eu entre 2002 et 2004, donc un siècle après le lancement des bourses d'études Cecil Rhodes, vous avez eu la fameuse convention Giscard avec la volonté de mettre une constitution européenne et document, convention Giscard, qui va être refusé par les Français et les Hollandais en 2005 avec le fameux référendum. Et puis la chose a été remise sur les rails avec le fameux traité de Lisbonne, parce qu'évidemment, quand le peuple dit non, les élites passent outre. Bon. Eh bien, durant cette préparation de convention Giscard 2002-2004,
Certes, Giscard était le patron, mais le véritable chef d'orchestre, c'était son bras droit, le secrétaire général, qui s'appelait John Kerr. Et John Kerr, Kerr s'écrit K-E-2-R, et John Kerr, il suffit de voir sa bibliographie qui est sur Internet. Il a été entre autres patron d'une compagnie pétrolière, la Shell. Il a été entre autres l'ambassadeur de Grande-Bretagne aux États-Unis, donc on voit le niveau, mais surtout, ce John Kerr, bras droit de Giscard d'Estaing pour la préparation de la convention Giscard, a été de 1997 à 2010 dans le groupe de direction chargé de recruter les bourses d'études Cecil Rhodes. Vous vous rendez compte, un siècle après, vous avez un enfant spirituel, un descendant spirituel de Cecil Rhodes qui se retrouve à un poste clé pour promouvoir la mise en place d'une union régionale, en l'occurrence l'Europe, en sachant que le phénomène est similaire en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, etc. Donc pour vous montrer la modernité. Et c'est ça l'immense intérêt de ce livre que je classe, je vous dis, au sommet. Il y a très peu de livres vraiment au niveau relations internationales et géopolitique qui apportent des informations de première main. Le livre de Carroll Quigley appartient à cette catégorie, un ouvrage qui permet de comprendre la situation actuelle parce qu'il explique les origines profondes, les racines à l'origine de notre monde actuel. Et donc, cette gouvernance mondiale expliquée de manière magnifique dans le livre de Quigley. Donc, les personnes qui écouteront qui verront cette vidéo, il y a quelques livres en matière de géopolitique, relations internationales qu'il faut avoir, et celui-là, c'est un des livres indépassables. Il y a ce livre de Quigley et puis un autre qu'il a écrit, mais qui est toujours en anglais, pas traduit, qui Tragedy and Hope, Tragédie et Espoir, qui est aussi un ouvrage magnifique. Ça et puis les livres de Southon. Bon, alors, après avoir lu ce bouquin, c'est-à-dire avoir vu les travaux extraordinaires de ces élites anglo-américaines pour promouvoir la gouvernance mondiale, pour promouvoir la mise en place d'union régionale, quand vous avez terminé ce livre, vous le fermez et vous vous dites, et c'est la raison de mon avant-propos qui fait 27-28 pages, pourquoi cet idéal de gouvernance mondiale a-t-il été dévolu au monde anglo-saxon? Pourquoi pas la France? Pourquoi pas l'Allemagne? Pourquoi pas les pays scandinaves? Pourquoi pas l'Italie? Et l'autre question que l'on peut se poser, c'est pourquoi ce monde anglo-saxon est à ce point lié au monde juif? Question délicate, mais qu'il faut évoquer, parce que tout simplement, le livre de Carroll Quigley en parle, et il en parle en particulier en citant le rôle éminemment important de Cecil Rhodes, qui a confié la gestion de son patrimoine financier qui est absolument colossal. C'est lui, entre autres, Cecil Rhodes, qui est à l'origine de la création de l'industrie diamantaire de Beers. Bon, une fortune colossale. Et l'argent étant le nerf de la guerre, il est toujours très intéressant de voir son application. Eh bien, le testament de Cecil Rhodes, il confie cette gestion, toutes ces richesses, à qui? À Rothschild. Alors, il faut être franc aussi, il a confié aussi par la suite la gestion de son patrimoine à d'autres personnes. Mais quand même, je crois que c'était Nathan Mayer Rothschild qui est mort en 1915, il y a un siècle de ça. Donc Cecil Rhodes avait confié, avait fait un testament en faveur de Rothschild. Donc pourquoi Rothschild? Pourquoi ce monde juif? Et donc pourquoi ce monde anglo-saxon est-il si lié, en fait, depuis des siècles, au monde juif? Donc pourquoi la gouvernance mondiale en liaison avec les anglo-saxons? Et pourquoi ce monde anglo-saxon est-il à ce point lié au monde juif, à la synagogue? Bon.